Et de 91 à 2012, en fait, il y a un grand blanc de vide d'écriture, parce qu'il était psychanalyste, donc il ne voulait pas écrire et être lu en tout cas. Et du coup, c'est en 2012 où il a vraiment le retour de l'écriture et où il écrit énormément, mais vraiment plutôt en poésie en fait. Oui, oui. Mais on voyait quand même que la prose poétique n'était pas Il très loin. avait une très grande peur de la publication de ce livre. Ah, oui, oui. C'est vrai que chez les psychanalystes, il y a une sorte d'obligation de réserve. Il ne faut pas que les patients sachent. Hein. Oui, il voulait prendre un pseudonyme. Mais finalement, l'arrêt de ses activités de psychanalyste est intervenu assez rapidement, enfin pas tout de suite. Et d'autre part, les lettres qu'il a reçues d'anciens patients qui ont lu ce livre l'ont rassuré, je crois. Oui, oui, oui. Il y a eu des gens qui l'ont retrouvé. Je vais peut-être, comme Philippe, on va peut-être recouper comme ça de temps en temps de lecture, peut-être lire deux paragraphes sur cette question du rapport à l'analyse et la question de ce lien excessif qu'il avait avec sa mère. Peut-on vouer sa vie à un seul et unique amour? Cette phrase en fera frémir plus d'un et me confronte moi-même à l'objet de ma folie. Fou de toi, amorcito, et refusant de guérir. Voici qui signera l'aveu de mon échec aux yeux de la plupart. Et pourtant cet échec, je le revendique aujourd'hui et je l'assume. À cette passion enfantine, je dois le meilleur et le pire. Je suis ce qu'elle a fait de moi et j'accepte ce que je suis. Si la psychanalyse ne m'a pas guéri, elle m'a rendu lucide. Je sais que j'aurais pu être un autre si je t'avais moins aimé, mais cet autre m'est étranger. Non, je ne regrette rien de ce fol amour que toute psychanalyse s'efforce de détruire. C'est vrai, j'ai échoué au sens clinique du terme. Je vivrai seul désormais, mais cette solitude ne me fait pas peur. Je saute quelques lignes. Folie de l'amour, il n'y a qu'un seul amour, chacun le cherche à sa façon. Beaucoup échouent et se brisent, d'autres plus chanceux y parviennent paisiblement en franchissant les étapes de la normalité. Ce sont ma folie et mes chemins de traverse que j'assume au lendemain de ta mort. Je ne te reproche rien, amorcito, et surtout pas de m'avoir trop aimé. Je ne me reproche rien et surtout pas de t'avoir trop aimé. Notre amour ne m'a pas détruit, il m'a épuré, obligé à donner le meilleur de moi-même. Je ne regrette pas d'avoir été capable d'aimer, et qu'on ne me parle plus de mère castratrice ou d'enfant acharné à sa perte pour maintenir un rêve incestueux. Tout cela est probablement vrai et sûrement tout aussi faux. C'est un livre, ça dit bien de la tonalité de ce livre. Je vais peut-être donner la parole maintenant à vous, chère Florence, parce que vous avez été parmi les premières à réagir au livre de Jacques, et puis à le publier sur Poésie Bao, et vous avez noué, à partir du premier compte-rendu que vous avez fait d'un de ces livres, un lien d'amitié, de correspondance. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, bien sûr. L'autre jour, j'ai regardé dans mes mails et j'ai été surprise de la fulgurance avec laquelle finalement on est passé d'un mail poli de prise de contact à le début d'une correspondance et d'une amitié qui ont été des choses extrêmes. Ça a duré. On s'est écrit pour la première fois fin 2019 et dès janvier 2020, on entamait notre correspondance, nos échanges autour de ces livres. Tout à l'heure, vous avez dit que c'était un petit peu aussi la fin de l'écoute, en quelque sorte, de ces patients qui l'avaient introduit davantage à l'écriture, mais je dirais que il est resté un homme d'écoute et de dialogue, très profondément. C'est-à-dire que moi, j'ai correspondu depuis 20 ans de Poésie Bao avec beaucoup d'écrivains qui, en général, sont complètement refermés sur eux-mêmes et qui sont ravis qu'on leur tende un beau miroir. Il ne se passe pas grand-chose dans la relation interpersonnelle. Tandis que Jacques était complètement dans le dialogue et dans l'écoute. Donc, et même avec une mémorisation de certaines choses de la vie familiale, par exemple de ma vie familiale, qui m'a souvent beaucoup touchée. Et donc, effectivement, on s'est croisés, mais je n'ai pas osé l'aborder à un salon de l'autre livre. Vous étiez, vous, Jean-Yves, et vous aviez à vos côtés Jacques d'un côté, et puis Mireille Gorcel de l'autre. Et j'étais venue pour vous voir et pour voir Mireille, que je connais aussi. Et j'avais reçu le livre de Jacques, mais comme je ne l'avais pas encore lu, j'ai pas eu le culot d'aller lui parler et lui dire bonjour. Et puis donc très vite après, j'ai écrit une note sur le livre et c'est lui qui m'a remercié. Et voilà, ça a été
Ça a été le début. Et ça s'est continué très régulièrement, presque jusqu'à la fin. Et j'ai été la destinataire souvent, parce que je lui avais demandé et qu'il le faisait très volontiers, j'ai été très souvent la destinataire de notes en cours. C'est-à-dire pas les notes qu'on lit quand le livre paraît, mais les notes de la veille ou de l'avant-veille, toutes chaudes sorties du four, si vous voulez. Et donc je réagissais à ces notes et ça fondait beaucoup notre échange. Alors c'est assez étrange parce qu'on s'est pratiquement jamais vu. On s'est vu 2 fois. La dernière fois c'était au marché de la poésie, pas le dernier mais l'avant-dernier, où il était venu sur le stand de... Bon, je vais avoir un trou de mémoire, c'est pas grave. C'est de la tête à l'envers? Non. Oui, peut-être. Je sais pas. Ouais. Je dirais. Oui, c'est ça. Et on a parlé assez longuement, mais il faisait très chaud, c'était pas... Voilà, et puis on a continué à parler. Voilà, les derniers temps, Renaud pourra le dire, c'était sur des tout petits échanges sur WhatsApp. Souvent, il m'envoyait des tout petits messages vocaux parce qu'il ne pouvait plus écrire, et même des SMS ou autres. Et voilà. Et puis un jour, j'ai reçu sur WhatsApp l'annonce de sa disparition, que je savais qu'elle était imminente. Voilà. Vous avez dit que ce qui vous touchait le plus chez lui, c'était le doute, que c'était quelque chose qui retentissait avec votre propre itinéraire. Oui, le doute, et puis il y avait une oscillation extraordinaire chez lui. J'ai peut-être écrit quelque part que quand j'étais enfant et un petit peu instable, mon père me disait toujours que l'équilibre était une suite de déséquilibres. Bon, alors évidemment, idéalement, il faut osciller doucement autour de la ligne d'équilibre et pas comme ça. Mais il y avait une oscillation de vie chez Jacques qui l'emmenait constamment, et c'est très très flagrant dans les derniers livres, je trouve, entre un désespoir profond et puis une joie. On se demandait d'où elle sortait, cette joie, mais elle était incroyable, quoi. Incroyable, et en plus elle était communicative, c'est ça qui est extraordinaire. Et par les temps qui courent, les joies communicatives, c'est pas tellement fréquent. Ce qui m'a fait dire d'ailleurs que pour moi, et j'emploie jamais ce terme, et surtout pas quand je fais des critiques et autres, pour moi ces 4 livres, peut-être probablement 5, ont le titre de livre de chevet. Parce que ce sont vraiment des livres qu'on peut avoir à côté de soi, tout près de sa table de nuit, et on ouvre au pif, avant de se coucher ou en se levant, on lit un paragraphe. D'abord, premièrement, Jacques est là, parce que c'est incroyable la présence qui émane de ces livres. Et en plus, à chaque fois, ça vous ouvre un champ de réflexion extraordinaire. Voilà ce que je peux dire. Mais oui. Je vais demander à Eric, qui était là il y a 1 an, qui a entendu Jacques, et puis qui est allé à Mondreville le rencontrer. Absolument. Ce qui t'a le plus touché, qu'est-ce qui fait que cette écriture t'a accroché, t'a donné envie d'en parler? Bonjour à tous. À vrai dire, j'avais prévu d'être sur le banc et pas au pupitre, donc ce que je vais dire va être plus de l'ordre de l'évocation que de la communication, évidemment. Il ne s'agit pas de faire un colloque. Non, mais j'aime bien préparer quand même. Voilà, mais là, ce sera de l'improvisation plus ou moins poétique. Ce sera à vous de le dire. En effet, ça a commencé ici, dans cette librairie, et ça a progressé, je dirais, par cercle concentrique. Il y a d'abord eu le flyer qui a été envoyé par la coopérative. Et il y a quelque chose qui m'a intrigué dans le flyer, il y avait une manière de présenter l'œuvre et l'homme dont j'ignorais tout, hein, je dois vous dire, tant la poésie que le reste. Donc ça m'a intrigué, donc me voilà, nous étions en plus petit comité. Je dois dire que le lieu a dû jouer aussi, parce que d'abord c'est une magnifique librairie, ensuite je pense que la littérature, la vraie, finira dans les catacombes, ou à sa juste place peut-être, mais enfin là ce sera par défaut et non pas par volonté. Je pense que les derniers lecteurs se réuniront comme nous dans des lieux souterrains, ce ne sera peut-être pas plus mal. Et j'écoutais Jacques qui me dira plus tard d'ailleurs qu'il était assez malade ce jour-là, pas très en forme, et je ne saurais pas mieux dire que de vous dire qu'il parlait et quelque chose me parlait. Voilà, donc j'étais très intéressé par ce qu'il disait, je pressentais certaines choses, et après ça s'est passé de manière assez convenue. J'ai acquis quelques livres, j'ai échangé des propos extrêmement convenus avec Jacques, et je suis rentré chez moi et j'ai ouvert le livre. Et là, je regrette d'employer un mot quand même assez banal,
mais ça a été l'éblouissement. C'est-à-dire, j'ai eu l'impression de tomber sur non seulement une œuvre de grande qualité, mais une des œuvres les plus hautes du moment, sur une prose de cristal, en étant très sensible au thème que vous venez d'esquisser, en effet le doute, et puis cette oscillation que moi j'ai qualifiée d'embardée. Il y a des embardées dans une forme d'allégresse, et puis de retomber vraiment dans des états désespérants, et jusqu'à la fin, je ne sais pas ce que ça donne dans le prochain volume, mais en tout cas jusqu'au dernier volume, il y a cette oscillation qui est... et on est avec lui, quand on est avec ses états d'âme, on souffre avec lui quand il tombe dans le désespoir, quand il est porté à un état d'allégresse par le spectacle de la nature, on est avec lui, on est content qu'il soit heureux ce jour-là. Donc on a commencé, comme vous l'avez dit, on a suivi des chemins parallèles à communiquer, ça s'est fait de plus en plus amical, et puis je suis allé à Ondreville. Alors c'est assez curieux parce que Ondreville et Renaud d'ailleurs étaient respectivement le paysage et le personnage, alors pas romanesque parce que ce ne sont pas des romans, mais c'était un paysage littéraire et Renaud était un personnage littéraire. Bon, il en est question très souvent, donc je passais de l'ordre littéraire, de l'ordre textuel à la réalité. C'était assez troublant. On a passé une après-midi, vraiment une très belle après-midi, de dialogue très ouvert, on a parlé de choses profondes et beaucoup moins profondes. Et puis, comme j'ai l'habitude de ne pas être là où je devrais être, en effet, j'ai fait un papier dans un journal qui normalement n'est pas très ouvert à ce genre d'œuvre, à savoir le JDDV. Je pense que tout le monde en sera d'accord. Il faut absolument abattre les murs entre ce qu'on appelle le grand public qui serait condamné à lire. Je vous laisse compléter, je ne veux pas me fâcher. J'ai déjà assez d'ennui, mais voilà, lire, vous ferez la liste par ordre alphabétique. Et puis, voilà, et puis la littérature, la haute littérature. Voilà. Alors après, parmi les. Moi j'ai lu ça dans un enchantement, voilà, cette manière d'introspection, d'une lucidité qui est toujours portée par le style, parce que dans ce genre d'écrit intime, on peut se laisser aller à une forme de lyrisme relaté, par exemple, ou alors se perdre un peu dans ses propres états d'âme. Là, il y a quelque chose d'assez parfait. Et je m'aperçois d'ailleurs que je devrais peut-être faire une psychanalyse, parce que je ne suis pas très très fort pour les associations d'idées, parce que je vois que l'attente m'avait particulièrement parlé. Or, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur l'attente dans l'œuvre de Paul Gaden. Donc, vous voyez, voilà. C'est que maintenant que je m'en avise. Donc, voilà, je ne suis pas très rapide en réalité. Donc je pense qu'il y a tout un faisceau. Mais si je ne devais retenir qu'un critère, c'est tout simplement, nous avons affaire à une des grandes œuvres de notre temps, je crois. Et il faut le faire savoir. Là, nous sommes un certain nombre. Si chacun convainc 10 lecteurs, d'abord vous changerez leur vie, vous leur ferez lire des très grands livres, vous leur ferez lire une très grande littérature. Et peut-être petit à petit, le temps est avec nous, nous arriverons à donner à Jacques Robinet la place qui lui revient. Alors, pour finir sur une note moins gaie, en effet, j'ai été voir Jacques en soins palliatifs le dernier jour. Renaud était là, évidemment, nous en parlait. J'ai vu sur la table de chevet ou la table d'à côté le manuscrit de La Nuit des Sources. Et je suis parti de Fontainebleau, il était 10h, je crois qu'il est décédé en début d'après-midi. 17h. Et bon, ça a été voilà, extrêmement violent, mais comme il avait parlé à la fois dans nos conversations et dans nos livres de cette longue préparation à la mort, de cette longue attente qui était très ambivalente. De temps en temps, il était dans une forme d'acquiescement, de lâcher prise, et puis de temps en temps de regarder autour de lui, il y a encore tellement de choses à voir, à admirer, de livres à lire, de gens à rencontrer. Puis un jour, il a dû te le dire aussi, Renaud, il a dit c'est quand même étrange cette idée, je n'irai plus jamais nulle part. Surtout quand il a quitté la maison. Voilà, c'est horrible. Il me dit je n'irai plus jamais là, je n'irai plus à Essaouira. Nous avions parlé d'Essaouira, une ville qui vous tient à cœur tous les deux. Et il y avait cet abandon de tout ce qu'on a aimé, petit à petit, de se défaire. Et puis le dernier stade qu'il avait encore un peu de mal à franchir, qu'il franchissait, puis il revenait en arrière, de tout laisser derrière lui et d'accepter ce qui vient. Et dans un article qui doit normalement, mais les dieux de la presse sont impénétrables, un papier un peu plus important que le premier qui doit paraître normalement dans le JDD demain. Je cite, je croise les doigts parce que normalement ça paraît, mais enfin moi avec la presse, maintenant je ne mets pas ma tête sur le bio. Je cite de mémoire, je le cite évidemment exactement dans l'article, où il dit « J'espère que
je partirai comme un enfant ouvre les yeux sur une nuit étoilée. Voilà. Et j'espère qu'il est parti comme ça. Je garde cette dernière vision. On avait parlé d'icônes quand j'étais venu à Andreville, donc j'avais apporté des icônes bulgares et Renaud lui avait placé la reproduction d'une icône bulgare entre les mains. Il y avait cette petite croix que vous avez trouvée lors d'une promenade. Oui, que j'ai réalisée avec des petits. Ah oui, la petite croix. Voilà, et c'est la dernière vision que je garde et j'espère que, évidemment, il était évidemment déjà de l'autre côté. Et j'espère qu'il est parti comme il le souhaitait. D'ailleurs, dans La Nuit des Sources, il y a un mot qui revient, mais vraiment très très souvent, c'est consentir. Oui. Le consentement, c'est incroyable, c'est un mot qui revient très 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 souvent. Et le prochain livre, il pourrait s'appeler. Ah ben on verra, on n'a pas de titre. Il y avait pensé. Évidemment, il ne sera pas là pour Non, mais c'est un des mots. Pour choisir le titre, c'est vrai. Si, on avait parlé. Toi, tu as déjà, oui, d'accord. Ah, d'accord. C'était le premier consentir au consentement. Enfin, je devrais pas. D'accord. Moi, je pourrais être une On avait toujours des listes de titres. Oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, c'est drôle, j'ai retrouvé sur mon téléphone. Si vous avez lu la Nuit des Sources, vous avez remarqué qu'il y avait deux parties qui échappent. Toujours dans son désir d'échapper à la forme du journal, il a voulu on a groupé les choses d'été, de la belle saison, puis les choses de la mauvaise saison. C'était une manière de grouper 2 années et en même temps d'échapper. Et voilà, par exemple, il m'avait envoyé une liste de titres. Il en faisait toujours. Et vous allez reconnaître ceux qui sont dans la Nuit des Sources. Il y avait Passage, L'ombre s'éclaire, qui est devenue celle qui a été prise, Soleil d'hiver, Royauté de l'instant, De prison en royaume, De sable et de vent, Ferveur d'automne. Et je veux dire, Jacques, à sa manière, travaillait incroyablement. Il cherchait. Oui. On en a pris 2 qui ont été. Parce que c'était comme d'ailleurs tout ce. J'avais dit, mais c'est extraordinaire, c'est comme si tout avait été prévu, puisque finalement, Soleil d'hiver, ça ira parfaitement pour les parties d'hiver, et puis L'ombre s'éclaire, c'est tout à fait aussi. C'est dur de trouver un titre. Et oui, extrêmement. Et puis il voulait La Nuit des Sources, parce que c'était tout à fait. C'est quelqu'un qui avait la foi quand même, il faut le dire, mais c'était une foi de doute. Voilà. Il était. Ce qui la rend évidemment incroyablement accessible quelque part. Et La Nuit des Sources, c'est ça. Il y avait la source, et puis il y avait la nuit. Et les deux sont toujours ensemble chez lui. Ouais, c'est pas quelque chose qui a rapport avec Saint-Jean de la Croix. Ça c'est possible. La nuit, il lisait Jean de la Croix, évidemment. La nuit spirituelle, oui. Des sources, je ne sais pas. C'est la nuit obscure chez Jean de la Croix. Mais malgré la nuit, oui, on peut. Enfin, de toute façon, ça lui aurait parfaitement convenu. Je voudrais, pour la plupart de ceux qui sont ici connaissaient Jacques. Si jamais ce n'était pas le cas, je voudrais rappeler que grâce à notre amie Eva Marsante qui est ici, on a réalisé un long entretien. C'est toi qui est venu à Andreville aussi autour de l'œuvre de Jacques. Et je pense que nous avons une chaîne YouTube. La coopérative sur laquelle il n'y a pas encore grand chose parce que ça va venir parce que c'est long à faire, mais il y a en particulier, parce que maintenant il a quand même été beaucoup regardé, un entretien d'1 heure avec Jacques que tu as fait, et peut-être que tu accepterais d'en parler un petit peu de cette visite et de ce que tu retiens de cet entretien. Je ne sais pas pour faire des vues, mais je vous conseille de le voir parce qu'il est très beau cet entretien. C'est un des plus beaux témoignages, franchement. Voilà, et on voit Jacques, et je pense que c'était précieux, ça devient d'autant plus précieux de l'avoir fait. Puis il sortait de son opération, il n'était pas très bien, on le voit d'ailleurs sur le fauteuil qu'il est un petit peu comme ça. Non, on ne voit pas trop. Non, on avait pris un bon caméraman. On avait pris un bon caméraman, qui était tellement charmant. Malheureusement, j'étais pas là. Je sais, tu n'étais pas là. D'accord. Donc vous êtes peut-être pas encore. Vous étiez Rachid. Voilà. Peut-être tu peux nous parler de ta rencontre aussi avec Jacques et de ce qui t'a touché dans son œuvre, parce que je crois que tu as aussi dit que tu écrirais peut-être quelque chose sur ce livre un de ces jours. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Je suis assez émue en fait
d'être là et de voir son visage, parce que c'est le moment où quelqu'un qu'on a connu passe à une espèce de figure poétique, littéraire, qui est quand même assez bouleversant. Je vais avoir des idées dans tous les sens parce que j'ai rien préparé. Mais c'est pas grave, on est tous dans ce cas-là, il faut que ce soit spontané. Le dialogue que j'ai eu avec lui. Parle bien fort parce que... Voilà, le dialogue que j'ai eu avec Jacques et des mails, et notamment après, quand j'ai publié aussi des romans qui étaient autofictionnels et assez violents, où il a repris du coup un peu sa dimension psychanalytique ou presque de prêtre, m'a beaucoup fait penser à la personnalité aussi de Munier. De Jacques Roger Munier. De Roger Munier, pardon, c'est parce que j'ai rencontré son fils Jacques. De Roger Munier, qui avait le même parcours que lui, puisqu'ils avaient tous les deux été prêtres et étaient tous les deux prêtres défroqués, ce qui donne quand même à un être humain une dimension très particulière. Donc ça, c'est une première chose, tous deux tournés vers l'eau, vers la méditation, vers le doute, la transmission, la spiritualité et la poésie. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est le lieu que vous avez déjà évoqué, mais il me semble que le moment où il commence vraiment à écrire est aussi tricoté à ce lieu qui était quand même assez sidérant. Enfin déjà, il faut imaginer une maison adossée à une église, ce qui n'est pas banal. C'est un ancien prieuré. Un prêtre défroqué. Presbytère prieuré, donc on a l'église dans le jardin. C'était très spectaculaire d'avoir cette église au bout du jardin. Bon, évidemment, beaucoup de fleurs, la présence de la nature, etc. Mais quand même l'isolement aussi. Et puis cette chambre, Renaud, très particulière, j'avais trouvé avec une espèce de lit à baldaquin presque médiéval. Oui, tout à fait. Bah, il aimait beaucoup la haute époque, donc il y avait beaucoup, même de meubles espagnols de sa famille aussi. Parce qu'il y a cette double identité espagnole et française chez lui qui est très importante à travers... il y a le bilinguisme dans son expérience, puisque même à la fin de sa vie de psychanalyste, il était très heureux d'avoir fait une analyse avec un patient qui était hispanophone et qui cherchait justement un psychanalyste hispanophone. La langue de sa mère. C'était la langue de sa mère. Et en fait, il avait été très heureux je crois, de ce traitement, de redevenir hispanophone aussi dans son métier. Alors ce lieu très particulier, bon, je pense qu'on peut quand même tous lier une écriture à un lieu aussi. Il y a des lieux qui sont quand même inspirants ou qui font partie de l'écriture. Et puis après, bon, alors cette rencontre, moi j'avais essayé c'était assez amateur en fait, parce que c'est mon gendre qui filmait, on n'avait qu'un appareil photo, de guingois, enfin c'est pas du tout un entretien professionnel, mais ça donne quelque chose à voir de lui, je pense. Et j'ai essayé un peu de le pousser dans ses retranchements, parce que je trouvais que le livre sur sa mère, par exemple, restait relativement elliptique par rapport à justement, enfin, par rapport à l'homosexualité, par rapport à l'amour, par rapport à la fin de la prêtrise. Donc j'avoue, j'ai essayé plusieurs fois d'aller voir un peu plus loin. Est-ce que l'écriture pouvait être aussi une forme de pudeur? Est-ce qu'il fallait aller jusqu'au bout? Bon. Et finalement, il s'est énormément livré. Enfin, je pense que je crois, oui. Plus qu'une heure, enfin 2 ou 3 heures d'enregistrement. Ah oui, qui ont été montés ensuite. En donnant 1 heure d'émission. On a passé tout l'après-midi ensemble, au point que 2 ou 3 fois, il s'est levé les larmes aux yeux en demandant à sortir. Il était vrai totalement dans cette reportage. Voilà. Je l'ai revu. Alors évidemment, on ne va pas faire un débat sur l'homme et l'œuvre, mais évidemment c'est l'œuvre qui compte maintenant, c'est l'œuvre qu'il est, c'est toute la poésie, toute l'écriture, cette écriture de l'intériorité. Et quand vous avez dit le livre de chevet, c'est non seulement je trouve un livre de chevet pour le lecteur, mais aussi pour l'écrivain, c'est-à-dire qu'on sent que c'est un carnet qu'on a auprès de soi, voilà, dans lequel on écrit, enfin, c'est aussi son carnet de chevet, je dirais, enfin vraiment ce qu'on a partout avec soi qu'on trimballe. Bon, alors après, il y a le formidable travail d'élaboration de Jean-Yves et Philippe qui ont passé ça au cri pour en faire des textes. Mais voilà, il y a toute cette dimension de l'intime, de l'intime. Alors dans une époque, alors moi je suis bien placée pour le dire, une période de l'écriture
féminine autofictionnelle, où tout se dit d'une certaine façon. On a en face mon amitié avec Jacques, qui est quand même une antithèse, c'est-à-dire une écriture masculine de confession, beaucoup plus proche d'une confession de Rousseau. Et c'est une écriture extraordinaire en même temps, qui n'est pas à la mode. C'est ça que je veux dire. C'est pas une écriture justement un peu à la mode. Bon. Mais c'est une écriture bouleversante et il est effectivement dans cette tradition de Rousseau, des revues du promeneur solitaire. C'est aussi une chose nouvelle qu'il apporte. Oui, parce que je ne sais pas si c'est à la mode ou pas, mais en tout cas, il n'y a pas de livre de ce genre, en fait, dans l'écriture autobiographique, parce que c'est pas exactement une autobiographie. Non, pourquoi il appelle ça des notes? Il appelle ça des notes. C'est une façon pour lui de dire. C'est comme une sorte de nouveau genre littéraire. À la limite, ça faisait presque penser aux notes de Seishonagon, si vous aimez. Ah oui, les notes de chevet. Les notes de chevet. Notes de chevet, ça aurait été un beau titre. Oui, il aurait bien il est pris parce que Seishonagon, c'est difficile de refaire les notes de chevet. C'est un journal, c'est dans la tradition du journal. C'est pas vraiment un journal. C'est pas d'ailleurs ce qu'il voulait, c'était des notes. Et c'était une manière de s'exprimer aussi, tout simplement. Je pense qu'il a trouvé la forme qui lui permettait de s'exprimer. Je voulais lire sur le lien à l'Espagne, à la mer, etc. Un des passages qui me bouleverse le plus, qu'on lirait un petit peu. Donc c'est un passage dans la nuit des sources sur une petite statue, la petite idole ibérique. Sous mes yeux, la petite idole ibérique de l'âge du fer accroche un rayon de soleil. Haute de 7 cm, elle se tient très droite, épurée à l'extrême, lisse et intouchée par les siècles traversés. On pourrait la confondre avec une statuette de Giacometti, tant la ressemblance est grande. Me touche son intense concentration silencieuse. Elle me fut offerte il y a très longtemps par ma mère, qui me racontait sa découverte. C'était du temps de son enfance, l'époque où son père à cheval explorait les régions montagneuses et désolées de la Manche pour y trouver des gisements de plomb. Ignorées du reste du monde, des populations à demi sauvages végétaient, abandonnées, dans ces contrées dépeuplées où loups et cerfs régnaient en maître. Un jour, comme il traversait un de ces villages, un enfant s'approcha de lui et lui proposa en échange d'une aumône la statuette qu'il venait de déterrer. Ce fut le début de son dernier périple jusqu'à moi. Pourquoi cette histoire banale me touche-t-elle encore? À cause de cette région qui hante ma mémoire, nourrie des rêves et nostalgies de maman. Cette idole énigmatique semble retenir en elle toutes les passions confuses de son enfance. Elle est la stèle minuscule qui veille sur nos origines. La caressant, je retrouve la chaleur aimante de ce grand-père tôt disparu, puis celle d'une autre main dont la douceur jamais ne m'abandonne. Ai-je inventé cette histoire? Fait-elle partie de mon roman familial si lourd de mes chimères? Il m'arrive de douter du vécu pour verser dans la légende. Mais oui, cette terre existe encore, en ce coin très reculé, très sauvage, où ma mère vécut intensément les années les plus heureuses de son enfance et probablement de sa vie. Nava del Rio Frio, tu tiens encore mon âme captive d'amours passionnés qui ne sont pas les miens, mais ceux de la petite sauvageonne amoureuse des plantes, des rivières, des oiseaux, qui courait des vallons de ce lieu déserté malgré les appels impatients de sa gouvernante française, laquelle depuis longtemps avait renoncé à la poursuivre. Voilà, il a suffi d'un rayon de soleil sur une statuette très discrète pour que s'ébranle à nouveau le cortège des fantômes qui ne me lâchent guère. L'idole recouvre l'ombre, tout s'éloigne à nouveau. Ce n'est qu'en apparence. Je demeure l'otage d'un royaume perdu. Une page extraordinaire. Simple objet. Et la mer est extrêmement présente. Et c'est vrai que ce livre, moi je dois dire que ce que je peux dire comme dans l'expérience toute simple, je pense que c'est pareil pour Philippe, d'éditeur, c'est qu'en corrigeant les épreuves de l'attente ou de la nuit des sources, vous savez, quand on est éditeur,
faut bien savoir qu'un livre qu'on publie, on va le lire 3 ou 4 fois, hein, parce qu'on le lit quand l'auteur l'envoie, on met les épreuves en forme, on relit les premières épreuves, on relit les secondes. Donc, jusqu'au moment où le livre arrive devant vous, l'éditeur, lui, il l'a lu, puisque nous faisons tout nous-mêmes. Hein, on n'a pas de... Et Jacques était généreux. On n'a pas Jacques d'employé. Il lui envoyait quand même pas mal de pages. Il envoyait et donc, je peux dire que même à la 4e lecture, je lisais encore ça absolument sans aucun ennui et avec une sorte de passion et d'émotion Et puis on parlait... absolument intacte. Et comme je me souviens d'un aphorisme de Karl Kraus qui disait que c'était seulement à la 2e lecture qu'on voyait si un livre était vraiment bon ou pas, mais il a raison, bien sûr. Il faudrait toujours pouvoir, je l'ai bien 2 fois, là on voit si on a eu raison de faire confiance à l'auteur, et depuis le début, c'est une évidence. Ça tient, ça résiste à la relecture. Ça me rappelle des choses, parce que Jacques, on parlait de son écoute, qui était quelque chose d'extraordinaire chez lui, c'était quelqu'un qui écoutait, mais même dans la façon dont il nous envoyait, parce que quand il envoyait son texte, il mettait toujours ce qu'il voulait garder en bleu, comme si c'était nous qui allions devoir... et puis évidemment, c'est lui qui faisait quand même le tri des choses. Évidemment. Mais il voulait tout nous envoyer, et puis il mettait... et puis après, il fallait tout enlever. Garder ou pas, enfin, Mais voilà. il était toujours incroyablement à l'écoute. C'est drôle. Il n'avait aucune prétention d'écrivain, de prétention, je veux dire... D'ailleurs, c'était lui qui décidait, de toute façon, il choisissait toujours ce qu'il fallait. Et je veux dire, c'est drôle comme il n'avait pas du tout d'égotisme, au sens négatif du terme. Il était juste, c'est rare, et pourtant lui-même, quand il écrit, il dit par moments, je parle de moi, je parle de moi, je parle de moi. Mais en fait, non, c'était pas du tout sa manière d'être. Il était toujours à l'écoute de lui-même, d'ailleurs, peut-être au fond, et des autres. Au cours d'écriture, il essayait de châtier l'égotiste en lui. Oui, exactement. C'est le gamin capricieux qui reparaît pour Et voilà, il le faire taire. Ouais. Et même dans ce qu'il nous envoyait, parce qu'il tenait à tout mettre, mais c'était toujours, mais il fallait regarder les choses bleues. Hein. Oui, bien sûr. C'était le livre. Et je me rends compte aussi, parce que nous avons eu des discussions, nous on lui disait comme ça de temps en temps, mais ça serait peut-être bien de faire un livre sur votre expérience d'analyste, enfin sans citer des cas, sans être indiscret évidemment, mais et il ne voulait pas. Et je me dis qu'au fond il l'a écrit. Dans l'attente. C'est-à-dire que dans l'attente, au moment où il arrête, mais aussi dans La Nuit des Sources, et puis parce que c'est un livre aussi qui fait partie de ces auteurs chez qui l'écriture ne va jamais sans l'écoute. Il écoute quelque chose, il écoute d'abord au-dedans de lui-même, il écoute la nature, il écoute les gens qu'il rencontre. Et en fait, cette écriture de l'écoute, c'est une écriture d'analyste. 50 années. 50 années. Et je pense que les auteurs qui ont eu cette expérience de l'analyse, peut-être à une autre époque, ça prendrait une autre forme, hein, mais pour notre siècle et notre époque, ça a été l'analyse. Il a fait partie de cette aventure, il a choisi l'analyse. Sachant très bien d'ailleurs qu'un analyste n'est justement pas un prêtre ni un confesseur, et qu'il y a une grande différence justement entre les deux. Il était mieux placé que personne pour le dire, mais il avait cette capacité de tendre l'oreille, y compris à l'autre qui est en lui-même. Il y a ce titre de Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre, hein, sur l'autobiographie, c'était vraiment ce dont il a fait l'expérience dans l'écriture, et c'est pour ça que c'est incroyablement riche. Même comme analyste, il était assez à part, je pense. Quand lui-même parle de Lacan et de tout ce qui était côté de rigidité que pouvait avoir l'analyse, que pouvait avoir le freudisme pratiqué. Il est très critique sur Lacan. Il critique beaucoup. Je pense que lui, c'est quelqu'un qui a dû faire beaucoup de bien aux gens qui étaient en analyse avec lui et qui ont fait peut-être aux gens qui le lisent ensuite. Parce qu'il y a quelque chose qui se poursuit là, en fait. Mais il n'était plus dans les institutions, en fait. Après la scission de Lacan, il a tout quitté. Et puis... Oui. C'est quelqu'un qui s'est libéré toute sa vie de beaucoup de choses. Il avait une famille il avait un héritage familial, un héritage personnel, des épreuves. Et il s'est libéré toute sa vie, je crois, et affranchi de plus en plus de beaucoup de choses. On en a beaucoup parlé, mais est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui souhaiteraient parler de Jacques, qui l'ont connu et qui voudraient en dire quelque chose ou parler de... Moi je veux bien. Oui, allez-y. Donc vous aurez parlé après. Excusez-moi.
je pense qu'il faut insister un petit peu plus sur le fait qu'il était prêtre et qu'il est prêtre. On ne cesse jamais de l'être. Hein. Voilà, justement. Et toute sa vie a tourné autour du compagnonnage qu'il avait avec le Christ. C'est vrai. Et il n'a jamais quitté ce compagnonnage. Et un témoignage peut-être intéressant que peu peuvent donner, c'est que quand il était prêtre, il avait un charisme extraordinaire pour prêcher. Il prêchait sans notes. Et il emmenait une foule de personnes. Il prêchait notamment à Saint-Augustin. Donc il y avait une messe, il y avait entre 3 et 4 000 personnes. Et il emmenait tous ces gens-là dans les hautes sphères, alors que beaucoup n'étaient pas préparés pour les hautes Il sphères. était jeune en plus. Il était très jeune. Et voilà. C'est très Eh ben, il précieux, avait votre 27 ans. témoignage est très précieux. Il avait 27 ans. Moi, à Les l'époque, amants. j'en avais 19. Bon, on a eu beaucoup de relations d'amitié à l'époque-là. Après, un grand silence. Et puis, à la fin de sa vie, on a pu se retrouver. Mais c'est un côté qu'il faut vraiment garder à la mémoire. Et il y a un texte qui est extraordinaire. C'est celui que tu as choisi pour La messe. la messe, Bah, qui il y est en a tiré de plusieurs. l'attente, page 120-121. Oui, bah, ça va être lu Et ça, justement par et ça Gérard. résume tout à fait bien son cheminement, parce que il a eu énormément de difficultés, effectivement, comme on l'a dit, familiales, etc. etc. Et puis, la grande difficulté avec l'Église catholique, qu'il a vraiment très maltraité, Ouais. d'une façon ahurissante, mais bon, c'est arrivé. Voilà. Et à ce Noël, Noël 2024, il a été ordonné prêtre à Noël 64. Donc ça va faire 60 ans. Et j'en profite justement, la messe, il y a une messe de souvenir, puisqu'il n'y aura pas de corne ni d'urne. Ce sera le 14 décembre à Saint-Eustache, à 11h. En fait, il est rentré à la fin des années 50, 13 ans. 13 ans, oui. Merci. 13 ans. Et ils avaient, tu sais, ils avaient combien d'années qu'ils étaient revenus vers la... Ils avaient pris une dizaine d'années En fait, depuis à peu près 2012, bizarrement, cette maison, cet ancien prieuré là, que nous avons habité, et encore plus pendant la Covid où on a quitté Paris, et il allait une fois par an à Saint-Benoît-sur-Loire faire une retraite tous les étés. Ce sont des pages très importantes Voilà. dans l'ensemble, parce qu'il retourne, il va à Saint-Benoît-sur-Loire. C'était très fort pour lui, hein. Oui. Très très fort, et souvent d'ailleurs on passait même le repas de Noël. C'est l'endroit où a été Max Jacob, n'est-ce pas? Exactement, oui, tout à fait. Et il y allait 3-4 jours. Il disait c'est très bien, faut pas plus, hein, mais voilà, il en avait besoin quand même. Merci beaucoup. Un mot pour... Ah, attendez, un petit instant, parce que M. Bernard Pignero avait d'abord demandé, puis je vous donne la parole après. Non, moi je n'ai malheureusement pas connu Jacques. On est rentré en relation par la revue d'Hierèse, dans laquelle j'interviens de temps en temps pour faire des critiques. Et un jour, Daniel Martinez m'a envoyé l'attente et il m'a dit est-ce que tu pourrais faire il m'a dit je sais pas, je l'ai pas lu, mais je sais que c'est ça doit être bien. Et moi j'ai dévoré ce livre et je lui ai écrit tout de suite mais c'est le livre de l'année au moins, c'est absolument magnifique. Donc j'ai fait ce que j'ai pu qui a été publié. Il m'a envoyé une grande lettre de remerciement disant que j'avais touché. Alors, ce qui était étonnant entre nous, c'est qu'il y avait très peu de points communs. Moi, je ne suis pas croyant, je ne suis pas psychanalyste, j'ai une vie familiale tout à fait normale, et enfin... Conventionnel. Mais ce qui nous a rapprochés, c'est qu'il avait exactement 10 ans de plus que moi et que j'étais dans une... Quand j'ai lu ce livre, j'ai dit oui,
Je sais pourquoi, je pense qu'à la mort depuis toujours, et je sais maintenant qu'il y a quelqu'un qui pense beaucoup mieux que moi. Et j'avais l'idée qu'il fallait que je le rencontre, et qu'il fallait qu'on en parle. Et bon, j'ai dévoré tous ces livres. Alors, il m'a envoyé, pour me remercier, il m'a dit quel livre voudriez-vous que je vous envoie. Alors je lui ai dit, écoutez, c'est vous qui allez choisir celui qu'il faut que je lise. Et il m'a envoyé le livre sur sa mère, qui est une merveille que j'ai encore de relire. J'ai pas eu besoin de le lire une deuxième fois pour dire que c'est merveilleux. Et puis j'ai fait une autre. Donc du coup, Martinez m'avait dit, mais je leur fais une petite quelque chose sur. Moi, je suis pas très poète, donc je suis pas très compétent, mais fait quelque chose sur le vent souffle où il veut. Et j'ai fait cet article qui paraît ce mois-ci d'ailleurs, ce mois-ci, et j'ai proposé à Jacques de le lire avant parce qu'on savait que il l'a lu, il m'en a remercié. Et dedans, c'est paru là ces jours-ci dans le numéro 91. D'accord. Et puis il y aura encore une dernière parution dans Vierès 92 ou 93, je ne sais pas, où on va publier des extraits des échanges de mails, puis même d'audio qu'il m'a envoyé depuis l'hôpital. Que tu as retranscrit. Et que j'ai retranscrit en essayant de garder les blancs qui correspondent à sa respiration. Très bien. Mais sinon, oui, tout ce que vous avez dit, je très précieux. C'est très précieux de savoir aussi que cette écriture peut toucher quelqu'un qui n'est pas spécialement croyant. Oui, pas spécialement poète, parce que mais non, mais c'est important. C'est pas un auteur réservé à un public religieux. Mais c'est vrai qu'il avait une écoute. Alors, est-ce que c'était l'écoute du prêtre ou est-ce que c'était l'écoute du psychanalyste? Je crois que c'était l'écoute d'un homme supérieur, surtout. Et il a réagi à ce que j'avais écrit. Et effectivement, comme Mme Trocknell dit, au bout de deux échanges, on se tutoyait. C'était comme ça. Avec lui, c'était... Il y a monsieur aussi qui a demandé un ami de à peine Jacques. derrière le pilier, mais... Non, mais je ne serais pas... J'ai bien connu Jacques pendant un certain nombre d'années de sa vie. Il était très préoccupé spirituellement. Il a toujours été en recherche spirituelle. Et je peux vous annoncer que je suis allé le voir quelques jours avant sa mort aux soins palliatifs à Fontainebleau. Et il m'a dit, Philippe, je suis en paix, Dieu me porte. Donc je voudrais témoigner, il est parti en paix. Si ça n'a pas changé entre temps. C'est ce qu'il m'a dit aussi dans des messages. Il avait l'air serein. Et je crois que c'est ce qu'on verra dans le livre. Parce qu'il a vraiment écrit. C'était le projet, d'ailleurs, je pense que cette idée est née dans son esprit au moment où on a édité La Monnaie des Jours. Il y avait le début de ce journal, où il y avait encore les dates, qu'ensuite il a enlevé. C'était cette idée de mourir en écrivant, d'écrire jusqu'au dernier moment. Et je pense souvent à cette phrase de Montaigne qui dit qu'il écrit en s'enveloppant dans l'orage de la mort. Je m'enveloppe et me tapis en cet orage. Et je crois que c'est vraiment le même genre d'auteur que Montaigne. C'est-à-dire, en apparence, il parle d'eux, mais en fait, il nous parle de nous. C'est ça qui fait la grande différence entre la pure confession brute, non littéraire, et puis la dimension universelle de l'écriture. C'est qu'en parlant d'eux, on ne peut parler que de ça, on ne peut parler qu'à partir. Mais à partir de cette expérience, si on la rend partageable, c'est ça la littérature. Et je me suis beaucoup souvenu de cette phrase de Montaigne en lisant Jacques. Y a-t-il d'autres interventions? Moi, j'avais peut-être on peut terminer par encore un petit extrait auquel je pensais. Attendez un petit instant que je... J'ai une petite question. Oui, allez-y. C'est vous qui avez
vous êtes occupé de l'impression, d'édition de livres, et tout ça. Voilà. Moi, j'ai vu à l'hôpital C'est ça, peut-être Niels. une semaine peut-être avant son décès. Il avait une manuscrit qu'il venait de recevoir. Et est-ce qu'il a pu participer? C'était déjà les épreuves. Ouais, est-ce qu'il avait participé, comme d'habitude, à... Est-ce que vous faites un choix, je pense, en plus qu'il a voté le texte, vous faites un choix. Est-ce qu'il a pu participer à ces choix cette fois-ci? Est-ce que comme ça s'est passé Oui, Il y avait il toujours avait, les passages il avait en tout bleu, préparé, mais il préparait tout. Il préparait tout, parce que si on avait Le dernier publié qui sera plus l'intégralité, compliqué parce que c'est pas possible. on obtiendrait un livre de 800 pages. Donc il a fallu faire un choix. Peut-être qu'un jour il y aura l'édition d'intégralité, c'est très possible. Mais moi j'ai toujours le souvenir de ma passion pour Amiel. Et au fond, l'Âge d'Homme a publié l'intégralité du journal d'Amiel. Et je l'ai. Mais au fond, je reviens toujours, moi, à la façon dont je l'ai découvert, c'est-à-dire dans un ensemble de... Le choix avait été fait. Bon, le choix n'était pas d'Amiel, puisque lui, il a laissé tout manuscrit, il n'a rien publié de son vivant. Mais Jacques souhaitait qu'on l'aide à filtrer, en quelque sorte, à décanter. Mais il le faisait très largement lui-même. Hein. Non, je pensais que moi je l'ai vu. On n'a absolument rien imposé. On n'a rien imposé du tout. Pour le dernier volume, là, tout était fait par lui. Hein. Oui. C'était encore. Ah oui, oui, oui. Pour le prochain, ça sera plus compliqué parce que du coup... Mais on a des indications, on a le titre, On a des on en a parlé. indications. Non, il avait préparé les choses. Il avait une confiance à 3000%. Oui, mais ça c'est très touchant aussi. C'était merveilleux pour nous parce que alors là, je peux dire que... Bien sûr qu'il y a eu cette confiance entre nous, c'est pour ça que c'est aussi c'est une belle chose l'édition il avait à cause de ça. Son table à l'hôpital jusqu'au dernier jour. Il relisait son manuscrit. Et c'était ça, il faut Mais oui. Mais il vivait pour écrire, hein, quelque part. C'était un vrai écrivain, là. C'était son plus grand drame en fait, à la fin. Quand il ne pouvait plus du tout écrire, on pouvait essayer de faire avec des audios et tout, mais en fait il avait quand même besoin de ses mains pour écrire, et du coup c'était impossible. Ah oui, il avait l'ordi à côté, il pouvait pas prendre. Et la dernière note, elle est du 14 juin, elle est mort le 29. Et c'est vrai que pendant 2 semaines, c'est ces 2 semaines où il n'a pas écrit, et c'est jamais arrivé finalement. Mais je pense que c'est quelqu'un qui s'est accompli quand même. Je La trouve que ce dernière livre, page, ça fait, on a vraiment l'impression d'une Je œuvre. t'ai envoyé en Puis en photo, photographié. sur un petit calepin, C'est on a du mal à lire d'ailleurs. Oh, c'est pas grave, on va la garder. Et moi j'ai parlé à son médecin gériatre qui supervisait tout, et à la fin, c'était 2 semaines, 3 semaines, il écrivait encore. Vraiment. Mais oui, il écrivait encore, il a écrit vraiment jusqu'au bout. Et il m'a dit, quelque chose qui m'a impressionné, il m'a dit, il a une vivacité intellectuelle impressionnante par rapport à l'état physique de son corps. C'est incroyable. Comme il écrivait, il avait une vivacité, il avait une vie intérieure, une vie intellectuelle, une vivacité intellectuelle et mentale qui était énorme par rapport à l'état de son état physique, tout simplement. Et le médecin était impressionné, parce que vraiment, en sympathique, en moyenne, c'est 2 semaines la durée de... Et là, il est resté 2 mois. 2 mois, c'est rare. Il était quand même bombardé de médicaments, mais il avait une sa tête. Je l'ai jamais vu autant. Mais grâce à Renaud, on a vu les dernières choses qui... Et ce qui est incroyable, c'est le flot de joie qu'il y a dans ce qu'il écrit. Dans les derniers jours et les dernières... Vous avez lu les dernières notes? C'est incroyable. Ça fait un effet incroyable. Avec parfois des retombées, mais il y a une impression de joie, mais c'est incroyable. Vous savez, je pensais en lisant, parce que nous on a le manuscrit, les toutes dernières pages du journal, les dernières choses qu'il est écrites, je pensais, il y a un auteur que Jacques aimait beaucoup, qui a beaucoup compté pour lui, et que j'ai assez bien connu, qui était Philippe Jacotet. Et dans ces derniers jours, Philippe Jacotet a encore écrit un livre. Alors lui, il était aveugle, il avait perdu la vue, donc il ne pouvait plus écrire, et il dictait son dernier livre par téléphone à sa meilleure amie suisse, à qui, voilà, c'est la Clarté Notre-Dame, et toutes les dernières pages ont été écrites par Jacotet, écrites, dictées, et jusqu'à peut-être, je ne sais pas, 2 semaines avant sa mort. Vous voyez, c'est ce genre d'écrivain pour qui écrire, c'est la vie, ça s'identifie avec le courant des journées, le fil des jours. Je fais petit choix, mais je crois qu'il y a encore quelqu'un qui veut. Bon, on peut continuer après d'ailleurs, mais je voulais lire ce passage qui me touche aussi beaucoup. Ne me terrorisez plus. J'ai été surpris par cette supplication jaillie brusquement de mes lèvres, sans que je sache pourquoi.
Elle en dit long sur mon inconscient, sa terreur opiniâtre opposée à la tendresse que je professe. Je porterai jusqu'à la fin cette image double du Dieu de colère ou de bonté. Ce Janus parviendra-t-il un jour à s'unifier? J'en doute. C'est ce qui rend ma foi si difficile et très suspecte, victime de son ambivalence, brouillant le faux et le vrai. Le Dieu despote et terrifiant de l'enfance, projection d'une image paternelle qui nous faisait trembler, comme il me tient serré entre les serres du surmoi. L'autre, celui qui meurt d'aimer au Golgotha, je le perds si souvent tant il est faible, silencieux, démuni. Le doute que vous me reprochez, ami croyant, si pieux, si ardent en votre foi, ne voyez-vous pas qu'il est la ligne de partage entre ces deux versants inconciliables? La Bible ne parle pas un autre langage quand elle alterne ses effrois et ses abandons. Son Dieu justicier a aussi des jalousies violentes d'amants et conduits. C'est un livre de torrents et de sources, d'orages et de clarté. Le peuple élu se révolte et rentre dans le rang. Il prie et trahit. Les villes infidèles brûlent ou se convertissent. Sodome ou Ninive, terre de miel ou de feu, selon qu'elles se repentent ou pas. Les prophètes éructent menacent des supplications à travers le désert. Certains les lapident, d'autres se couvrent de cendres. Ainsi progresse la grande histoire amoureuse, à travers élan et rejet. C'est elle qui me poursuit ou m'engloutit, telle une grande vague qui gonfle à l'horizon de mes jours. Oui, amis très fidèles à l'enseignement reçu, comment pourriez-vous comprendre ma démarche hésitante, obsessionnelle? Mieux que moi, probablement, vous avez su vous dégager des terreurs enfantines. À moins que vous ne soyez encore cet enfant aimant qui n'ose faire un pas de travers de crainte de chagriner sa mère. Je ne supporte plus l'aspect infantile de la religion, ses émois, ses ferveurs, ses suppliques et ses récompenses passagères. Mais je ne peux m'en détourner, car elle brise les murs étroits qui nous enferment. Du cantique des cantiques, je ressens et protège la fièvre amoureuse. D'être créature sans créateur me convainc d'un destin orphelin qui est une mutilation de l'être. Pourquoi ne pas l'avouer? Je soutiens la folle espérance d'être divinisé, c'est-à-dire confondu au brasier originaire. Folie, je le sais, celle de tous les mystiques, celle du Christ. Ce soir, tu seras avec moi dans le royaume. Pourquoi me suis-je laissé aller une fois de plus à parler de ces choses qui me bouleversent et me déchirent tour à tour? Comment être juste, lucide et vrai dans ce tiraillement de l'illusion à la crainte, de la parole au silence? Écrire pour désengorger la rivière. Paix. Le dernier mot, c'est paix. Et c'est très important, je pense. C'est chaque fois qu'on le voit exprimer son doute, on voit aussi au fur et à mesure des phrases qu'il en sort. C'est très étonnant. L'espoir. Oui, l'espoir. Jamais l'espoir n'a été perdu. Et je pense qu'effectivement, à la fin, c'est vraiment la foi qui l'a emporté. Et ce combat est bouleversant. En fait. Je pense à tous ceux qui ne sont pas tranquilles dans leur certitude. Il parlait beaucoup des anges aussi. Il parlait énormément des anges. Ouais. Il envoyait beaucoup de textos sur les anges. Il y a un retour aussi à des croyances d'enfance. Enfin, est-ce que mes amis ont quelque chose encore à ajouter? De faire passer le message, le mot, le nom de Robinet, oui. Ben alors, voilà, à partir du Pusillus Grex, on va essayer d'attirer de plus en plus de gens. Voilà. Ce qui est très beau pour nous, c'est de voir que le cercle des lecteurs s'étend. Il s'étend lentement, mais nous on a tout le temps. On n'arrive pas sur le succès immédiat, jamais. Donc les livres que nous publions, ils ont l'éternité pour eux, mais un petit peu avant l'éternité, on peut peut-être essayer quand même de faire que les lecteurs viennent. Je trouve qu'il a une chance extraordinaire de vous rencontrer. Ah, merci. En fait, d'avoir des éditeurs quand même pour ses écritures, parce qu'il était quand même déjà âgé quand il a commencé à écrire. Et du coup, ce sont des cadeaux, de magnifiques cadeaux. Il nous a apporté largement. Il nous a apporté beaucoup. En fait, on a créé la maison pour des gens comme vous. Oui. Et surtout, on ne pouvait pas se douter au départ que son œuvre, parce qu'il a écrit son œuvre maintenant, voilà. Et que son œuvre prendrait cette direction et arriverait à prendre cette dimension, quand même, je crois. C'est ce que nous cherchons, et chaque fois qu'on publie un nouvel auteur, chaque fois c'est dur, chaque fois c'est compliqué. Ça, mais lui est à part, hein, quand même. Je crains que ça ne dure longtemps, mais parfois
on est heureux de voir que peu à peu les gens viennent et que je suis sûr que la force de cette œuvre fait qu'elle se fera sans cheveux. Je suis absolument bien sûr. Vous pensez qu'il y aura combien de livres encore? Ah ben, de toute façon, il y en aura un autre pour terminer les notes. Et après, par exemple, on pense à la correspondance. Mais il faut que nous retrouvions des lettres de lui, parce qu'il ne suffit pas d'avoir les lettres qu'il a reçues. Il faut aussi qu'on aille chercher chez les correspondants. J'ai demandé justement à l'ayant droit de l'ouvrir. Voilà. On a une lettre à Villeneuve. Alors lui, il n'a rien chez lui. Il m'a dit que tout est à la BNF. Oui, mais on va à la Donc, BNF. on va voir si elle est... Ils ne sont pas très commodes, la BNF, mais on a déjà négocié avec eux. On a publié des lettres inédites de Paul Valéry. Donc, oui, on a quelques... Mauriac, il y avait une BNF aussi? Non, c'est une question. Je sais pas. Peut-être à Doucet, il y a Doucet, il y a la BNF, il y a l'IMEC, enfin il y a... Et puis parfois c'est chez quelqu'un. Parfois c'est encore chez l'héritier, chez les enfants. Mais ça va, c'est notre métier. C'est notre métier, on y arrive bien, on sait bien faire. Mais l'essentiel, c'est ses livres. Voilà. Oui, il, il a fait son œuvre et le principal c'est que son œuvre soit accessible, que les gens puissent les lire et que le plus longtemps possible et que de plus en plus de gens puissent les découvrir. Je pense, on va peut-être un coffret. Peut-être on pensait presque à ça parce que c'est une œuvre qui a une unité totale en fait. C'est facile de les mettre. Et ça s'est découvert avec le temps. Les livres de notes, notamment les 4 livres, c'est vraiment un ensemble. Hein. On pourrait faire un coffret. Mais oui, c'est très facile. Les réunir. Je ferai l'image, bien sûr. Tu feras l'image. Évidemment. En tout cas, moi, je vais vous applaudir. Merci à tous. Les dernières photos prises à la campagne, ça se fait. Alors, comme moi je suis croyant, je pense qu'il est avec nous. C'était une belle église romane et j'ai réussi à lui faire enlever ses lunettes. Il est souriant, parce que c'était quelqu'un quand même qui était assez un peu austère, on va dire. Peut-être son côté psy, je sais pas. Mais le lieu, on a parlé d'Andreville et du lieu, c'est vrai que il y a un essai de Christophe Prado qui sort ces jours-ci qui s'appelle Sur les lieux et qui raconte ce lien des écrivains avec certains lieux précis et aussi ce besoin que nous avons peut-être tous ressenti de certains lecteurs d'aller voir l'endroit. Et je pense qu'Andreville deviendra un lieu de pèlerinage. Ce qui est étonnant, c'est ce retour aux sources aussi. Non, mais parmi les maisons d'écrivains, c'est un lieu fabuleux. Quand on pense que Jeanne d'Arc a probablement dormi dans la cave, dans le sous-sol de ce prieuré, il aimait bien le croire. Jeanne d'Arc avait dormi. Moi, je suis sûr que Jeanne d'Arc a dormi. Elle est passée à Andreville et elle y a passé la nuit. Bon, comme elle ne dormait pas avec les soldats, c'est très probable qu'on lui ait donné une chambre dans le prieuré. C'est non seulement très probable, mais pour moi c'est une certitude. Sans aucune base. Mais évidemment, on n'a aucune preuve. Mais c'est ça croire. Non, puis c'est beau, Jeanne d'Arc, c'est une telle merveille. On la sent présente. Dès lors qu'on vous le dit, moi je sens la présence de Jeanne d'Arc. Non mais Renaud a bien fait d'insister sur la coopérative parce que c'est vrai que c'est un petit miracle quand même, une maison d'édition indépendante qui dure comme ça 10 ans, qui révèle une œuvre, donc c'est un miracle au carré, mais on sait que il faut aider les miracles. Il n'y a pas que oui. Parce qu'on essaye à chaque fois de choisir le mieux possible pour nos auteurs. Vous avez combien d'éditions en tout? On fait 8 livres par an, ça fait 80, et donc on est bien parti. On va peut-être augmenter un peu, on va peut-être... On a 80 titres, on passera peut-être à 10, 12, mais on essaie d'être très très prudent parce que... 8 c'est déjà beaucoup. 10 soit bien, étant donné que nous deux, nous avons encore, ne sommes pas à la retraite, nous avons tous les deux un métier à côté, donc... Et parfois même 2 métiers. Admirable. Et oui, donc on ne peut pas non plus, si on veut bien les faire, il ne faut pas non plus faire 15 livres, quoi. De jour, on aura tout notre temps, on sera peut-être à 15 titres par an, mais... Même pas, moi je trouve que c'est bien 8, mais chacun doit être fait... voilà. L'idée, c'était de faire une sorte de bibliothèque idéale. C'était ça, c'était
que si on a les livres, pour moi, un On ne modèle, se lit pas c'est... trop sur l'île déserte si on emporte les livres de la coopérative. Voilà, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée, c'est de faire des textes qu'on a envie de garder. Ce sont que des auteurs français. Ah non, 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 il y a beaucoup d'auteurs étrangers, beaucoup de traductions, faites souvent par nous-mêmes, parce que... mais pas toujours. Non, non, bien sûr. On fait des auteurs, qu'est-ce que je crois combien de langues on a fait? Enfin, il y a une grosse part de l'allemand, On a même fait de l'arménien, alors c'est pas nous qui avons on a traduit fait de l'arménien. l'arménien. On a fait de l'arménien. C'est très important notre domaine arménien pour nous. Parce qu'on adore ce pays, et puis comme c'est un pays vers lequel il faut faire des signes de solidarité, nous ce qu'on peut faire c'est ça. On ne peut pas faire grand chose d'autre, mais on peut dire que l'Arménie et l'arménien c'est une grande littérature. Et un des plaisirs pour l'arménien, par exemple, c'est de faire des éditions bilingues pour montrer l'alphabet arménien, parce que on a fait 2 livres de poèmes arméniens, et une des joies, c'est d'avoir le texte bilingue. Et c'est tellement beau l'alphabet. Il faut tout de même dire que manier des caractères arméniens, aussi un heureusement objet, grâce à une de mes anciennes élèves qui est devenue une amie et qui est arménienne, et qui nous corrige les épreuves, parce que évidemment je ne peux pas corriger une faute de typographie de l'arménien, mais c'est un grand bonheur de voir le texte arménien, parce que c'est une écriture d'une très grande beauté. Ce sont des objets aussi. Voilà. On aime bien la typographie. Jacques aimait les objets, par Quand exemple. on a commencé, on s'est procuré des manuels de typographie, on a étudié. Voilà, parce que même avec l'ordinateur, il faut écouter ce que faisaient les grands typographes du 19e siècle, qui connaissaient bien leur métier. Voilà. Mais ça a l'air sublime comme pays. L'Arménie, c'est ça a l'air incroyable. Les églises, on a un projet, enfin on fait une collection arménienne. Non, il y a tout. Donc potentiellement, toutes les langues sont les bienvenues. On vient de faire du grec, très moderne. Voilà. On fait d'italien, de l'allemand. Longue vie aux églises. Merci. Merci beaucoup. Et puis ben voilà. Et merci à vous. Merci.